Bonjour tout le monde. Hum, Dans cette première semaine de cours, je me proposais de peut-être faire un petit survol du premier chapitre, là, de ce qu'on a à voir dans ce chapitre-là. En fait, si vous avez commencé à regarder la matière, vous allez vous rendre compte que ça parle pas nécessairement beaucoup de chimie en tant que telle. C'est vraiment un chapitre d'introduction qui va aller chercher plus du vocabulaire, donc faire des définitions. Ça va nous aider à avoir le vocabulaire nécessaire pour pouvoir se comprendre là, pendant le restant de la session. En fait, c'est pas tout le vocabulaire qui est ici, là, c'est simplement une partie. Et en fait, là, c'est un chapitre d'introduction qui pourrait même faire partie de plusieurs livres de sciences en tant que tel. Je m'en sers naturellement pour plus ouvrir le dialogue, surtout quand je donne le cours en classe. Là, quand c'est à distance, bien c'est certain, on vous dit de lire le chapitre. Mais c'est peut-être intéressant là, que je vous indique qu'est-ce qui est vraiment important à apprendre et à maîtriser là-dedans. Puis je vais essayer de faire la différence aussi avec ce qui est plus de la mise en contexte, puis qui va vous aider plus de façon secondaire, si on veut. Donc, comme vous pouvez voir, ça commence en fait par rapport à la matière. Vous allez voir qu'on va beaucoup parler de la classification de la matière dans les premières semaines. Donc, je vais utiliser des mots justement comme des substances pures, du mélange, mélange homogène, hétérogène. Tu sais, des fois, on fait pas toujours la distinction dans le sens qu'on précise pas chaque mélange, mais c'est plus à la longue, les étudiants sont capables de déterminer eux-mêmes si c'est un mélange homogène ou hétérogène. Et vous allez voir aussi là, que par la suite, il y a d'autres mots qui apparaissent éléments composés, molécules, ça a toutes des significations qui sont quand même assez importantes à différencier. Et c'est pour ça que je vais regarder avec vous là, quelques définitions en ce début de chapitre. Euh, Souvent, ce que je donne, que je lance comme défi aux étudiants dans mes premiers cours, je vais demander entre autres de déterminer est-ce que vous connaissez des substances pures, des mélanges, et ensuite homogènes ou hétérogènes, là, dans la vie de tous les jours. Puis ce qu'on se rend compte, c'est que des substances pures, dans la vie de tous les jours, il n'y en a pas beaucoup. On vit dans un monde où il y a beaucoup de composés qui font partie de mélanges. Et c'est assez difficile de trouver une substance qui est parfaitement pure dans la vie de tous les jours. Même si souvent les étudiants me disent, ben, si on prend de l'eau, ben, quand on prend de l'eau du robinet, par exemple, de l'eau courante, ce n'est pas une substance pure, c'est un mélange puisqu'il y a beaucoup d'ions en solution dans l'eau. Donc du H2O pur, c'est même très difficile à obtenir. Là, ça prend des procédés de purification qui sont assez longs et assez coûteux pour avoir une substance comme de l'eau pure vraiment là, à 100%. Donc, une chose que je pourrais dire, par exemple, c'est que dans notre vie tous les jours, il y a peut-être certains métaux, entre autres l'aluminium. L'aluminium est souvent une substance passablement pure là, dans ce qu'on va utiliser. Donc, c'est un exemple que je pourrais donner de ceci. Pour ce qui est des mélanges, comme je vous dis, il y a beaucoup de mélanges dans la vie de tous les jours. Donc, on aurait pensé à n'importe quelle solution qu'on boit, que ce soit de l'eau, du vin, de la bière, des boissons gazeuses, du café. Bien, ce sont tous des mélanges et les aliments qu'on mange aussi sont des mélanges extrêmement complexes de plusieurs molécules. Donc, dans la vie de tous les jours, là, il y a énormément de mélanges quand on regarde ce qui se passe là, autour de nous. Bon, homogène et hétérogène, souvent, c'est des mots que vous connaissez déjà, fait que je ne vais pas m'arrêter à ceci. Peut-être juste faire un léger survol des éléments et des composés, surtout les éléments qu'on va trouver dans le tableau périodique. Il existe présentement 118 éléments chimiques. Le tableau périodique a été complété là, il y a à peu près 3 ans, où est-ce que la dernière ligne, la 7e ligne du tableau, a été complètement découverte. Donc, entre autres, l'élément 118 là, qui était là-dedans. Il y a plusieurs éléments qui sont instables là-dedans. Là. Ils sont soit synthétiques ou radioactifs. Et il y en aurait 94 qui existent à l'état naturel selon Wikipédia. Donc, autrement dit, sur les 118, il y en a à peu près 94 qu'on peut trouver dans l'air ou dans la croûte terrestre là, autour de nous. Quand on parle des éléments chimiques, on va voir souvent un symbole qui est rattaché. Donc ça, c'est les symboles dans le tableau périodique. Vous allez vous rendre compte que quand le symbole est dans le tableau, il y a toujours une lettre majuscule au début. Donc s'il y a juste une lettre au symbole, elle est majuscule. S'il y a 2 lettres ou plus, des fois il y en a 3, les autres sont minuscules obligatoirement. Le tableau périodique, on va y revenir amplement dans les chapitres 2, 3 et 4, même 5, là, quand on va parler des classifications des éléments. Donc, naturellement, vous savez de quoi ça a l'air.
Mon but dans ce cours-ci, ça va être de vous montrer aussi qu'on peut lire beaucoup de choses dans le tableau périodique qui ne sont pas nécessairement écrites dessus. Donc, de par sa forme et dans le classement des éléments, on peut avoir beaucoup d'informations là, quand on lit le tableau périodique avec un petit peu plus d'attention. Quand on parle des éléments, souvent on arrive aussi avec le mot atome. Donc, il y a une différence entre un atome et un composé. Un atome, c'est vraiment la plus petite partie d'un élément qui va être indivisible. En fait, c'est pas vrai, là, on peut diviser des atomes, là, mais avec des moyens quand même assez poussés. Ça prend beaucoup d'énergie pour diviser des atomes. Donc, habituellement, en chimie, on arrête à l'atome en tant que tel, puis on dit que c'est une particule indivisible parce qu'elle ne va pas se diviser facilement. Donc, un atome, par exemple, un atome de carbone ou un atome d'hydrogène, sont des petites boules, en fait, qu'on peut imaginer dans notre tête. On verra que ce modèle-là peut se raffiner, là, mais c'est les plus petites parties de n'importe quelle substance là, qui va nous entourer. Quand on parle de composé, c'est quand on va joindre au moins deux atomes ensemble. Donc, on peut former un composé diatomique, par exemple, du O2 ou du Cl2 ou du N2. Donc, ça, c'est des composés diatomiques avec le même atome qui sont, en fait, deux jumeaux qui sont liés ensemble. Et naturellement, ensuite de ça, quand on mélange les types d'atomes ensemble, bien, on ouvre la porte à une panoplie presque infinie de composés. Donc, autrement dit, les combinaisons sont à peu près là, infinies en tant que telles pour avoir des composés chimiques. Anecdote intéressante ici, c'est vraiment juste ça ici, pour ce qui est d'introduction, c'est vraiment une partie de mise en bouche, si on veut. Là. Ici, c'est anecdotique aussi, c'est pas à savoir par cœur. Là, je ne demanderai jamais de savoir ces pourcentages-là, mais c'est toujours intéressant de regarder, par exemple, l'écorce terrestre. C'est quoi les atomes qui sont dans la croûte de la Terre, donc sous nos pieds, là, majoritairement. Et on voit qu'il y a beaucoup d'oxygène dans la croûte terrestre, parce qu'entre autres, il y a beaucoup d'eau. Mais un élément qui ressort, puis qui est jamais, en fait, qui est à peu près jamais soupçonné par les étudiants, c'est le silicium. Donc, le silicium qui est le voisin d'en dessous du carbone. Le silicium, c'est pourquoi il est si abondant dans la croûte terrestre, c'est parce qu'il fait partie de n'importe quel composé qui va s'approcher de la pierre. Donc, que ce soit de la pierre, de la roche, de la lave, donc la pierre en fusion, du sable, bien ça va, ou du quartz même. Là. Donc le silicium est l'atome principal à l'intérieur de ces substances-là. Relié à l'oxygène, donc autrement dit, c'est souvent de l'oxyde de silice qui va être majoritaire dans les cailloux. Bien, c'est pour ça que l'oxygène et le silicium sont des atomes très abondants dans la croûte terrestre. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le fer et l'aluminium sont deux métaux qui sont les plus abondants. Donc, ça explique pourquoi aussi il y a beaucoup d'aluminium utilisé dans la construction de plein de choses, là, ainsi que le fer qui est présent majoritairement dans l'acier. Donc, pour faire des structures de métal, bien, ce sont deux métaux qui sont très disponibles dans la croûte terrestre, donc on va les utiliser parce qu'ils sont vraiment abondants. De l'autre côté, vous voyez que dans le corps humain, la dispersion des atomes n'est pas pareille. Je dis souvent à la blague, comment vous pensez que vous valez en argent d'atomes en tant qu'être humain? Bien, juste pour vous dire, si on prend les atomes d'oxygène, carbone, hydrogène, azote et autres d'un être humain en tant que tel et qu'on va les acheter sur le marché, bien, on vaut à peu près 3 $ ou 3 $ et demi. Donc, on ne vaut pas grand-chose. C'est vraiment l'agencement avec les atomes qui est très précieux et qui fait de nous des êtres très complexes. Vous allez voir beaucoup d'oxygène ici, encore une fois, parce que notre corps comprend beaucoup d'eau, couplée à l'hydrogène. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'eau ici. Et quand on prend carbone, oxygène, azote et hydrogène, on va aller chercher les principales molécules qu'on a dans notre corps, c'est-à-dire soit des graisses, qui ont beaucoup de carbone dedans, carbone et hydrogène, des protéines, voire carbone, oxygène, hydrogène et azote. Et il va y avoir aussi des sucres qui vont avoir carbone, hydrogène, oxygène majoritairement. Donc les glucides, les protéines et les lipides qui vont être présents avec ces atomes-là. Et le phosphore et le calcium sont là parce que c'est les principaux atomes qui vont être dans nos os, donc dans le squelette. Donc c'est pour ça qu'ils vont apparaître à cet endroit-ci. Donc comme je vous dis, c'est anecdotique. C'est pour, encore une fois, là, en guise d'introduction. Vous avez ici les états de la matière. Souvent, ce que je mentionne à mes étudiants, c'est de garder cette figure-là en tête, qui est intéressante, là, parce que on voit vraiment l'agencement de la matière. Il
faut juste garder en tête qu'un solide, c'est des particules qui sont ordonnées, qui sont très très proches les unes des autres et qui n'ont pas de degré de liberté de mouvement. Donc c'est pour ça que les solides sont solides en tant que tels. Ils ne vont pas s'écouler facilement. Quand on parle d'un liquide, la distance entre les particules, elle est quand même assez courte aussi, sauf que les particules ne sont plus ordonnées, donc il va y avoir un certain désordre qui s'installe, il va y avoir du mouvement libre qui va s'installer. Et quand on parle d'un gaz, ben, c'est une différence marquée par rapport aux deux autres états. Le gaz, en fait, montre une grande différence, une grande distance, pardon, entre les particules, et c'est ce qui fait que les gaz, en fait, vont pouvoir premièrement s'évaporer. Et deuxièmement, c'est pour ça qu'on peut appliquer ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, parce que dans cette loi-là, on dit que la loi s'applique peu importe la nature des particules gazeuses. Pourquoi on peut faire ceci? C'est parce que la distance est tellement grande que, théoriquement, une particule de gaz ici n'est pas consciente de l'existence de sa voisine, ou à peu près, là, on peut peut-être l'imaginer comme ça. Donc, c'est à l'échelle moléculaire, là, c'est des distances qui sont extrêmement grandes par rapport aux solides et aux liquides. Donc, c'est peut-être une image mentale qui est intéressante à garder pour ce début de session. Ensuite de ça, bien, vous avez ici les propriétés de la matière. Souvent, c'est des propriétés qui sont vues dans la matière plus collégiale ou plus jeune, secondaire. Là. Donc, autrement dit, on parle de propriétés physiques, propriétés chimiques. Dans les exercices, vous allez avoir quelques questions là, sur cette partie de matière-là. Peut-être juste se rappeler qu'une propriété physique, en fait, ne demande pas de changement de la composition du composé. Là. Donc, il n'y a pas de nouveaux atomes qui sont rajoutés, ni d'atomes qui sont enlevés là, pour pouvoir observer une propriété physique. Donc, la propriété physique, là, comme c'est dit, ça s'observe sans que la substance soit modifiée. On parle souvent de couleur, d'odeur, de conductivité. Donc, c'est comme des propriétés qui sont intrinsèques là, à une substance en tant que telle, sans qu'on ait à faire de modification. Les propriétés chimiques, bien, c'est justement les capacités de réaction. Donc, c'est la capacité d'un composé à accepter ou à donner des atomes en tant que tels. Ça peut être des électrons, après ça, des atomes qui changent de place. Et entre autres, on voit ici que le fer, qui est un métal, bien, le fer qui fait partie de l'acier a une bonne tendance à réagir avec l'oxygène de l'air pour former de la rouille. Donc, on voit que le fer devient de l'oxyde de fer après la réaction avec l'oxygène dans l'air. Et ça, c'est ce qui va former la rouille en tant que telle. Quand on pense aux carrosseries des autos, par exemple, là, quand il y a de la rouille qui apparaît, bien, c'est le fer qui est dans l'acier qui fait la structure de l'auto, là, qui commence à rouiller. Donc, à ce moment-là, le fer a la capacité de réagir avec l'air. Tantôt, je parlais de l'aluminium. L'aluminium n'a pas cette capacité-là, ne réagit vraiment pas facilement avec l'oxygène. C'est pour ça que l'aluminium ne rouille pas. Donc, c'est une propriété chimique de l'aluminium, qui est un petit peu différente de celle du fer. Donc, encore une fois, c'est du vocabulaire que vous allez probablement démêler en faisant quelques exercices. La partie 1.4 sur les mesures expérimentales et le système international, en fait, c'est vraiment une partie, comme je vous disais, qui pourrait être dans n'importe quel livre de sciences. Là, c'est juste de se familiariser avec les types d'unités que vous allez rencontrer dans les volumes, dans les exercices. Il faut être capable d'être à l'aise avec la notation exponentielle, autant à la lecture, à l'écriture que sur votre calculatrice. Donc, assurez-vous que sur votre calculatrice scientifique, vous n'ayez pas de problème à utiliser la notation exponentielle avec la touche EXP. La plupart du temps, c'est une touche comme ceci, là. Donc, soyez juste assurés d'être capable de bien utiliser cette notation-là. Il y a un tableau aussi, je mentionne ici, qui est à savoir, mais dans notre cours ici, là, les examens vont être à livre ouvert, là, mais c'est quand même bien de le consulter. C'est les unités du système international, puis il y a des préfixes usuels du genre kilo, méga, téra, des choses comme ça. Bien, ces préfixes-là sont reliés à des puissances de 10 en notation exponentielle. Donc, c'est des choses aussi qui sont à aller vérifier là, pour être certain que vous comprenez bien les questions dans les exercices et éventuellement dans les évaluations. Donc ici, vous avez quelques exemples de grandeur qu'on mesure en sciences. Puis, personnellement, je vais m'arrêter entre autres ici à la température. Souvent dans les formules en chimie, là, où est-ce qu'on utilise la température comme donnée expérimentale, il faut souvent la convertir en degrés Kelvin. Donc, si on veut transformer une température de l'échelle Celsius vers l'échelle Kelvin, il faut ajouter 273,15 degrés Celsius.
Donc, c'est comme si on disait 100 degrés Celsius, c'est égal à 373,15 degrés Kelvin. Donc, c'est comme ça que c'est défini. Puis souvent, ben, c'est malheureusement une source d'erreur, là, où vous oubliez de faire la conversion et la réponse ne fonctionne pas à cause de ceci. Je m'attarde aussi à la mole. Donc, en chimie, la quantité de matière est souvent calculée ou exprimée en mol. Et j'en profite, en fait, je prends quelques minutes là, pour s'arrêter puis de prendre conscience de l'exposant qui est ici. C'est une quantité qui est très, très grande, 9 fois 10 à la 23. Et souvent, je demande à mes étudiants, encore une fois en classe, qu'est-ce que ça représente pour eux une mole. Et puis là, ben, la plupart du temps, ils me disent la mole, c'est des atomes. Donc là, je dis, c'est pas tout à fait ça. La mole sert à compter des atomes. Et pourquoi on utilise la mole? C'est parce que les atomes sont extrêmement petits. Par exemple, ici, j'ai quelques images. Vous avez sur cette image-là une mole de quelques atomes. Ça ici, c'est une mole de carbone. Donc, autrement dit, il y a à peu près 12 grammes de carbone ici, parce que c'est la masse molaire du carbone. Vous avez une mole de mercure, une mole de soufre. Ici, c'est probablement une mole de fer, là, parce que c'est des clous en acier. Et vous avez ici une mole de cuivre, si on veut. Là, si on pourrait dire que le cuivre n'est pas tout à fait pur dans une pièce de monnaie, mais ce serait quelque chose qui se rapproche là, d'une mole de cuivre. Ça veut dire que dans le récipient qui est ici, si je regarde le charbon qui est là, bien là-dedans, il y a 6 fois 10 à la 23 atomes de carbone. Donc, c'est énorme. C'est très, très gros. Puis là, après ça, mais on essaie de transférer ces quantités-là vers quelque chose de macroscopique pour essayer de se rendre compte c'est gros comment, une mole. Et ce que j'aime bien donner comme exemple, on le fait soit avec des balles de ping-pong ou des oranges ou des balles de tennis. La question ici, c'est quelle serait, à quoi représente, si on veut, une mole de balles de ping-pong. On parle des table tennis balls, là. C'est des balles de ping-pong. Bien, ce que ça montre ici, c'est que si on prenait une mole de balles de ping-pong, on aurait une couche sur toute la Terre qui équivaut à peu près deux fois ou 2,5 fois la hauteur du mont Everest. Donc, imaginez là, la hauteur que ça représente ici. Et vous avez des balles de ping-pong qui sont entassées sur la Terre au complet, sur toute la surface de la Terre au complet. Donc, ça vous donne une idée de combien de balles de tennis, de balles de ping-pong, en fait, ça représente. Donc, c'est un chiffre qui est incommensurable, là, avoir une mole de balles de ping-pong. Un autre exemple ici, j'en avais vu passer un autre là, qui est assez intéressant. Si on prenait des grains de sable, puis qu'on avait une mole de sable en tant que telle, une mole de grains de sable, bien, ça ferait une couche de 3 pouces, à peu près 10 cm, là. Donc, à peu près 10 cm de sable sur tout le territoire des États-Unis. Là, on aurait quelque chose qui s'approche de une mole de grains de sable. Donc, c'est énorme. Et ce que ça dit ici, c'est que si on avait une mole de dollars, donc en argent, bien, on pourrait même pas le dépenser au rythme de ici, ça c'est 1 milliard, là, en français, ça serait 1 milliard de dollars sur 1 trillion de jours. Donc, même pas de jours, d'années. Donc, vous voyez, là, c'est comme un chiffre qui est impossible. Il n'y aura jamais une mole de dollars sur la Terre. C'est impossible d'avoir ça. C'est beaucoup trop gros comme chiffre. Donc, ici, j'essaie de vous donner une idée de la grandeur, là, de l'ordre de grandeur de la mole en tant que telle. Si je reviens à ceci, je reviens à l'exposant x 10 à la 23. Une autre question que je pose à mes étudiants, c'est si une mole c'est x 10 à la 23, d'après vous, la distance entre Terre et Jupiter, c'est combien de mètres? C'est x 10 à la combien en mètres? Puis là, ben, ils me sortent plein de chiffres. Ils disent, hey, c'est bien plus qu'une mole, il y a bien plus qu'une mole de mètres entre la Terre et Jupiter. Puis la réponse, c'est et non. Si une mole, c'est x 10 à la 23, la distance entre Terre et Jupiter, c'est x 10 à la 11 mètres. Donc, c'est nettement plus bas que ceci, là. C'est même pas comparable, en fait. Okay? Juste pour vous dire, quand vous écrivez à la main et que vous faites un point à la fin d'une phrase, vous venez de déposer à l'aide de votre crayon à peu près 1 fois 10 à la 15 atomes de carbone. Donc, c'est énorme, là, juste en faisant le point à la fin d'une phrase. Donc, c'est pour vous dire aussi comment les atomes sont petits.
Donc, naturellement, on y reviendra un petit peu plus tard, là. Et je termine juste en mentionnant ici que les sections 1.5, 1.6, là-dedans, il y a les règles sur les chiffres significatifs dans votre volume qui sont peut-être intéressantes à respecter, là, parce que c'est souvent ceci qui fait la différence là, à la fin d'un calcul. Donc, dans les calculs, d'ailleurs, il vous demande de respecter la règle sur les chiffres significatifs. Ces règles-là viennent du fait que la chimie et la physique là, sont des sciences qui sont empiriques, c'est-à-dire que c'est des sciences qui proviennent de mesures au laboratoire. Et on doit respecter la précision des instruments de mesure lorsqu'on fait des calculs. Donc, c'est pas simplement des règles mathématiques, mais c'est des règles expérimentales. Fait que c'est pour ça qu'on est un peu tannant avec les chiffres significatifs. Et il s'agit de voir aussi là, qu'il y a une règle pour les additions et les soustractions, où est-ce que c'est le nombre de décimales, là, les chiffres décimaux qu'il faut garder le plus petit. Et pour ce qui est des multiplications et divisions, c'est le nombre de chiffres significatifs qu'on doit garder le plus petit à la fin du calcul en tant que tel. Pour ce qui est de 1.6, résolution de problème, conversion d'unités, j'ai fait une autre capsule à cet endroit-là. Puis je vous dirais que pour ce qui est du chapitre 1, c'est une des choses que je regarde le plus. Est-ce que vous êtes capable de bien convertir des unités là, d'une unité vers l'autre, là. Donc, bien utiliser les facteurs de conversion. Comme je le mentionne dans mon autre capsule, je n'oblige pas la méthode par analyse dimensionnelle. Donc, vous pouvez la faire, ça ne me dérange pas non plus. Mais vous allez, la plupart du temps, vous faites les conversions comme une étape à la fois, comme je l'ai montré dans ma capsule sur ce sujet. Donc, si je pourrais vous dire quelque chose, là, il y a les mots de vocabulaire à bien retenir dans ce chapitre-là, et il y a la capacité là, de jouer avec les chiffres et les unités. Ça, c'est quelque chose qui est important là, de bien faire dans le chapitre 1. Donc, ça termine le premier survol, et je ferai un survol des prochains chapitres là, si jamais cela vous plaît. Merci beaucoup et à bientôt.